Soyez les bienvenus. Pendant cette période, les conditions de vie des populations sont pénibles, éprouvantes, particulièrement pour les Algériens. Cette situation déjà difficile se dégrade au fur et à mesure de l'impact de la crise économique internationale des années 1930. La période laisse aux contemporains le souvenir d'une décennie de grande paupérisation. En 1931 et 1932, les conséquences de la crise économique apparaissent en Algérie. Les Algériens vivaient déjà dans l'extrême pauvreté et basculent dans la famine et les ouvriers européens dans la misère. Désormais, la malnutrition et la faim touchent, également, les populations européennes les plus fragiles. Le Conseil général du département d'Oran subventionnait, déjà, des associations religieuses qui organisent des soupes populaires. Chez les adultes et mineurs européens secourus, les adultes représentent 60%, soit 35% d'hommes et 25% de femmes. Dans le groupe des adultes, les hommes sont majoritaires, soit 56%. Le coût des aides est sans commune mesure entre les communautés. Les Algériens sont les moins bien lotis. En 1930 à 1936, chaque Européen, adulte et mineur, reçoit 2 à 4 secours par année. Le coût unitaire est de 46 francs. Il est accordé, en moyenne, 8 secours à l'Algérien d'une valeur chacun de 5 francs 50. L'ensemble des Européens secourus, adultes et mineurs, se compose de 55% de Français, 35% d'Espagnols ainsi que 10% d'Algériens naturalisés, d'Italiens, de Juifs maghrébins et d'Anglo-Maltais. Le nombre des démunis s'accélère de 1934 jusqu'à 1938. Dans le groupe algérien, y compris les mineurs, 42% sont des femmes. Chez les adultes, 60% de l'effectif est féminin. Dans les écoles primaires de Benissaf, dès 1931, les cantines servent un repas chaud du 1er novembre jusqu'à Pâques aux enfants des chômeurs. En janvier 1932, le conseiller général socialiste d'Oran Marius Dubois écrit « Eh bien oui. Aujourd'hui ça y est. La misère, le chômage, les impôts écrasantes, et les lions de l'hôtel de ville sont toujours aussi impassibles dans leur masse de bronze. » Marius Dubois déclare recevoir, quotidiennement, 4 à 5 chômeurs au siège de sa permanence. Il écrit « Ce sont toujours les mêmes plaintes. Pas de travail, famille nombreuse, maladie à la maison, dette chez l'épicier, le boulanger, impôts et loyers que l'on ne peut payer. » En automne de 1932, Sidi Bel Abbès organise les premières cantines. Cette même année, à Mascara, la Chambre de commerce relève une baisse des rémunérations et une élévation du coût de la vie. Dans la région de Tiaret, la famine apparaît en 1932. La situation est identique à Tlemcen. Le sous-préfet écrit « Pour ceux qui travaillent, les salaires sont insuffisants et ne correspondent pas au prix de toute chose. » Dans cette ville, l'importante corporation des artisans est la première et la plus durement touchée. À Oran, la campagne pour les élections législatives de mai 1932 multiplie les points de distribution de nourriture à la satisfaction des demandeurs d'emploi. Le Semeur, hebdomadaire socialiste d'Oran écrit « Or depuis que la fièvre électorale est passée, on n'entend plus parler de ces repas qui leur étaient si gracieusement offerts. On ne parle plus ni on ne s'occupe plus des chômeurs. » En 1933, la situation n'est guère meilleure. À Oran, des demandeurs d'emploi incriminent le maire dans les colonnes du journal Oranais. Plus de 500 chômeurs, la plupart pères de famille, ne vivraient pas des jours sans pain, si notre maire n'était pas un goujat. En 1934, Marius Dubois demande à ses pairs de venir en aide aux petits commerces et aux ouvriers, et qu'on soit moins sévère dans les poursuites pour non-paiement des impôts. En 1935, il leur propose, sans succès, un moratoire sur les dettes des petits commerçants. L'inflation concerne en premier lieu le vin, le thé et le sucre. En février 1935, les augmentations deviennent effectives pour le thé, le sucre ainsi que pour l'huile, le café, le savon, le pétrole, les allumettes. La misère s'abat, également, sur les foyers ouvriers européens. Le semeur écrit, le père chômeur, la mère fait un ménage, 150 francs par mois. Leur maison, une seule pièce où la maman cuisine un semblant de repas, où les parents aigris se chamaillent, sans toutefois oublier tout à fait la parole sainte. Croissez et multipliez. À Benissaf, 125 familles nombreuses et 24 personnes âgées sont secourues en 1935. Elles reçoivent des rations quotidiennes de pain et de lait. En été 1935, la section socialiste de cette ville ouvrière demande, écrit-elle, aux autorités responsables de venir s'enquérir sur la situation lamentable des familles, la faim et la maladie hantent les foyers. Marius Dubois décrit des faits semblables. La misère s'installe de plus en plus dans la ville ouvrière. Si le nombre de contribuables ruinés est en hausse, c'est parce que la misère heurte nos portes, que les impôts ne rentrent guère, explique, en 1935, le conseil municipal de Sidi Bel Abbès.
Ils conjurent l'administration à plus d'humanité dans les poursuites intentées contre les malheureux qui ne peuvent plus s'acquitter de leurs impôts et qui font l'objet d'impitoyables saisies. L'affaissement des recettes fiscales, note le sous-préfet de Mostaganem, freine l'action des collectivités. La famine s'étend, fin 1934, à l'ensemble de l'arrondissement de Mostaganem, à la suite de la crise viticole. En réaction, se développe, chez les viticulteurs français, principalement dans les régions de Tlemcen et Mostaganem, un mouvement de protestation, rapidement freiné par les autorités, et attribué au Front paysan. Ce succès éphémère est dû selon le sous-préfet de Mostaganem à la lourdeur des charges qui greffent la propriété. Le semeur définit ce mouvement comme l'insurrection des colons millionnaires qui exploitent le mécontentement légitime des petits colons. Organisé en juillet 1935, le Front paysan adhère à celui de France dirigé par Dorgère. Seul l'Oranie parvient à mobiliser les agriculteurs. Auparavant, les agriculteurs bénéficiaient encore de prêts. Les effets de la crise s'intensifient durant l'hiver 1934 et 1935. À Sidi Bel Abbès, les ruraux reçoivent une aide sous forme de grains. Les expropriations se poursuivent dans tout le département. La Chambre de commerce de Mascara s'inquiète de l'élévation de l'endettement, néfaste pour l'activité commerciale. La baisse des prix des produits agricoles et l'anéantissement du bétail en raison de la petite propriété. Les faillites se succèdent. En effet, le crédit demeure peu pratiqué. Et sa parité diffère selon l'origine ethnique. Les Algériens sont de fait exclus. La fédération SFIO condamne les agissements de ces caisses de crédit agricole qui, écrit le journaliste Sbantout, dans l'hebdomadaire Oran socialiste, souvent ne prêtent qu'à de gros propriétaires et conduisent les petits. Il ne reste alors à ceux-ci que le recours d'emprunter au précédent à un taux plus élevé. En mars 1935, dans une lettre ouverte, Marius Dubois écrit au ministre de l'Intérieur régné en visite en Algérie. Contraint, le paysan algérien a dû vendre à vil prix pour faire face à ses créances et il est parti ensuite à la ville augmenter le nombre des chômeurs. Les nouveaux venus, issus des campagnes, s'entassent aux portes de la ville d'Oran, dans la banlieue sud, le long des routes de Mascara et Tlemcen. Dubois écrit dans sa lettre ouverte au ministre de l'Intérieur. Visitez un peu la tente sordide et le gourbi infect où vivent ces travailleurs et toutes leurs familles. Le manque de logement, l'insalubrité, la ségrégation socio-ethnique de l'espace, l'insuffisance ou bien l'absence des infrastructures indispensables à la vie urbaine se posent déjà dans les décennies précédentes. La crise économique donne encore plus d'intensité à cette question. La ville, elle-même, prend cet aspect de délabrement extrême. La promiscuité règne, notamment, dans les quartiers algériens. Dans le faubourg Lamur, El Amri, dans lequel 25 000 habitants, écrit, le journaliste Jaïdir s'entasse dans cette cour des miracles à raison d'une pièce par famille. La plupart des hommes sont d'ex-fellahs que la misère du bled a fait refluer vers la ville. Pas de fontaine, pas d'égout collecteur, pas de Vespasienne. Il faut reconnaître que le service de nettoiement passe une fois par jour dans le quartier. Les balayeurs grattent les bords de la chaussée et remuent une boue noirâtre et nauséabonde. En 1936, à Tlemcen, le sous-préfet alerte sur la situation des paysans algériens. Il écrit « La misère grandit, beaucoup ne peuvent plus se nourrir et attendent le secours des pouvoirs publics. Nombreux sont les miséreux qui ne mangent que rarement à leur faim », rapporte le président de la Chambre de commerce de Mostaganem. Hammam Bouadjar n'échappe pas au marasme. Le journal Le Semeur écrit « Les ouvriers continuent à toucher des salaires très bas tandis que les denrées augmentent de prix. La misère pesant davantage sur les masses. » En 1936, à Benissaf, elle est visible dans de nombreux foyers. Le journaliste Rajgoun écrit à l'adresse du gouverneur général. 1000 chômeurs lancent un suprême appel au pouvoir public. La misère est mauvaise conseillère. Quand les enfants à la maison demandent du pain devant la huche vide, le père de famille rumine des idées sombres. Le communiste Ponce juge, le 18 août 1936, l'œuvre du maire d'Oran insignifiante. Il écrit « Elle se résume à la création de soupes populaires pourries et à la distribution de bons de pain pour endormir les chômeurs. » Le sous-préfet de Sidi Bel Abbès nous décrit des faits identiques et déplore une hausse sur les prix des denrées de première nécessité. Les années suivantes, les longues queues pour du pain, une boîte de lait ou bien un sac de charbon, n'ont pas disparu. En matière médicale, Algériens et Européens pauvres sont livrés à eux-mêmes. Seul Oran possède, en début de décennie, un service gratuit. Ces populations sont victimes de la malnutrition. En 1936, le taux des appelés algériens exemptés pour insuffisance physique par le Conseil de révision est de l'ordre de 70%. En juin 1936, les élus socialistes, dans une lettre ouverte au préfet et au procureur de la République, s'inquiètent, écrivent-ils, de l'élévation anormale des prix de denrées alimentaires courantes, sucre, huile, beurre, etc.
Rien ne paraît la justifier et elle semble relever des cas prévus par la circulaire sur la hausse illicite. Ces augmentations s'accompagnent, parfois, de pénuries à l'exemple du sucre durant l'été 1936. Les grossistes sont accusés d'en être les auteurs et menacés. En automne 1936, différents décrets imposent une baisse du coût de la vie. Les droits de douane sur le café et le thé sont réduits. La fédération SFIO demande à ses adhérents de traquer dans leurs quartiers et communes les commerçants n'appliquant pas les prix officiels. En cet automne, le prix de certains produits est plus élevé à Oran qu'à Alger, notamment le lait. En 1936, la fréquentation du mont-de-piété est en hausse, à la mesure du dénuement des populations. Le journal socialiste écrit: aussi peut-on voir aux abords du crédit municipal une file interminable de pauvres gens qui de l'heure la plus matinale à la plus tardive attendent leur tour pour passer au guichet. Sous la pluie, sous le vent, sous les bousculades d'une police brutale, ces malheureux, des femmes surtout, subissent leur triste sort. En hiver 1936 et 1937, Oran recense 4110 Algériens miséreux valides. L'hebdomadaire Oran socialiste écrit: les plus faibles, mères de familles isolées ou personnes âgées incapables de travailler ne trouvent d'issue que dans la mort. Et puis, avec le chômage grandissant, nous assistons à des suicides de jeunes hommes à qui cette vie de désœuvrement forcé devient insupportable. Au printemps de 1937, le Semeur écrit: que la situation soit critique en Algérie, cela ne fait de doute pour personne. Les difficultés des petits colons, petits commerçants et petits entrepreneurs ou artisans, les brimades auxquelles sont soumis les ouvriers, la misère croissante des indigènes, aggravée par l'afflux des Marocains, l'incompréhension et les méfaits d'un système administratif archaïque et oppressif, les revendications des musulmans, les luttes de race, les manœuvres et l'audace accrue du fascisme, la menace étrangère, autant de choses qui étonnent profondément les métropolitains, énervent les Algériens. Le président de la Chambre de commerce d'Oran, en décembre 1936, fait un constat identique. Depuis longtemps, on avait vu de telles fluctuations dans les différents facteurs qui conditionnent notre économie. Que ce soit les facteurs humains, politiques, sociaux, financiers, psychologiques, ou les facteurs naturels, climat, rarement ils sont sortis dans une aussi large mesure de leur normale, provoquant complexité et confusion. Le 2 janvier 1937, le socialiste Dji Taleb écrit: il nous faut bien constater que les masses musulmanes de Sidi Bel Abbès continuent à subir une intolérable misère, que les mendiants pullulent dans la ville. Le 10 mars 1937, au cours d'un meeting à Oran, dans le quartier algérien de Mdina Jdida, le député du département de la Somme Max Lejeune décrit les conditions de vie des Algériens. Les gourbis, les taudis, les grottes infectes creusées dans la colline pierreuse, les cours sombres, au centre desquels le puits se remplit des eaux ménagères ou de pluie, les réduits ou pullulent dans l'obscurité, des multitudes d'êtres misérables qui sont cependant des hommes, des femmes, des enfants. Suzanne Buisson rapporte les mêmes faits. La maison du chômeur algérien est un gourbi innommable, bas et sans air, fait de bandes de tissus de poils de chameau, de matériaux de rebut, situés dans des terrains en pente, moins chers, couverts de chaume, de roseaux, de plaques faites de bidons d'essence éventrés. Le sol en terre battue ne supporte aucun meuble. Dans les autres agglomérations, la situation est tout aussi préoccupante. Durant l'occupation française, les populations algériennes des campagnes vivent dans les privations, tenaillées par la faim. Il reste des journées entières sans manger. L'hebdomadaire socialiste d'Oran écrit: oui, camarades de la ville, oui monsieur le préfet, les indigènes du bled mangent du son. Ceux qui travaillent, quant aux autres. Ainsi ces ouvriers emportent le matin au travail, à 6, 7, 8 kilomètres, une galette de blé dur cuite à la maison. Avec quelques fruits, elle dure jusqu'au soir. En juin 1937, le tarif du pain est, de nouveau à la hausse. Le minimum vital est estimé à 60 francs par semaine pour une famille de 5 à 7 personnes. Cette évaluation ne prend pas en compte le loyer et l'habillement. Le salaire moyen, quant à lui, varie de 48 francs à 60 francs hebdomadaires. La hausse constante des prix des produits de consommation courante anéantit ce maigre pouvoir d'achat. En cette année 1937, écrit le journaliste Carmillet, nombreux sont ceux qui mangent les résidus des marchés, comme les chats faméliques mangent les résidus des poubelles et dénoncent l'utilisation des détritus des marchés utilisés par les soupes populaires qu'ils qualifient d'immondes. En janvier 1938, guettés par la clochardisation, les anciens combattants dans un appel à la générosité publique perdent espoir. La Ligue des anciens combattants d'Oranie écrit: la mendicité prend un caractère officiel et nombreux sont nos camarades qui se disputent tous les matins les fonds des poubelles. Le congrès de la Fédération des anciens combattants musulmans du département se tient sous le mot d'ordre travail et assistance. Le président de l'organisation presse le maire d'Oran d'agir, pour que, enfin,
des efforts sérieux soient faits de toute urgence pour enrayer le développement inquiétant du paupérisme à Oran qui constitue à tous points de vue un grave et réel danger. Il réclame, notamment, la multiplication des soupes populaires. À la fin 1938, Daladier, le chef du gouvernement publie le 12 novembre des décrets-lois qui suspendent le contrôle étatique. Appelés « décrets misère », parce qu'ils reviennent sur les conquêtes du Front populaire. Le 14 novembre, les décrets-lois pris par Paul Reynaud, ministre des Finances, instaurent la dévaluation du franc, la hausse des impôts, le réarmement, des économies drastiques sur d'autres postes, l'augmentation de la durée du travail. En Algérie, comme en France, la majoration des taxes frappe de nombreuses denrées, café, sucre, semoule, l'huile, tabac, vin, habillement, essence, etc. La SFIO juge ces mesures inappropriées et inopérantes car elles réduiront la consommation, donc la production et accroîtront le chômage. Dans cet océan de misère extrême, les mères isolées, les personnes âgées, les malades mais également les enfants sont les plus exposés. Les écoliers européens ne font pas exception. Un instituteur écrit en 1935. « Pauvres petits, aux visages émaciés portant l'empreinte des privations, vos yeux sont tristes, vos bouches amères, vos membres débiles, vos estomacs creux, vos vêtements légers. Cet hiver, ces petits seront vêtus de coutis élimés, auront aux pieds des espadrilles trouées sans chaussettes, et ne mettront pas de pèlerines. Ils crèveront de froid, de faim et de manque de tendresse. » Toujours en 1935, la municipalité de Benissaf prend en charge 50 Européens et 45 Algériens et pourvoit en fournitures scolaires et vêtements garçons et filles des deux communautés. La malnutrition, présente chez les Algériens, elle gagne aussi les enfants européens. À Aïn Témouchante, au cours de l'hiver de 1936 à 1937, un enfant s'est évanoui en arrivant à 8 heures en classe. Il n'avait rien mangé depuis plus de 20 heures. Les années suivantes, la crainte n'a pas disparu. Noël des miséreux, sombre Noël, maman en guenilles qui tremblait dévient l'hiver, car vous redoutez les rigueurs du froid pour vos enfants demi-nus. Écrit l'hebdomadaire socialiste. Dans les écoles, les instituteurs établissent, à compter de 1937, une liste, selon un barème, des écoliers nécessiteux qu'ils remettent au directeur. En 1937, un instituteur à Tiaret interroge ses 41 élèves. Il recueille les statistiques suivantes. La moitié ont connu la faim. 24 ne mangent de la viande qu'au jour de fête. 30, en fête de poisson, ne connaissent que la sardine. 24 n'ont jamais eu de serviette pour se laver. 34 n'ont pas l'eau courante. 2 utilisent une assiette pour manger. Dans son rapport, demandé par la ministre de l'Enfance, Jeanne Coulon préconise des mesures d'urgence. Elle revêt un caractère plus humanitaire qu'économique. Cantine scolaire, soins médicaux, vêtements gratuits. À Périgueux en janvier 1938, le Secours populaire d'Algérie fait appel à la générosité publique. La somme recueillie est consacrée à l'achat de vêtements, distribués en présence du maire, à 500 enfants âgés de 2 ans à 12 ans. Vers la fin de l'hiver 1938, les enfants des maternelles et des cours préparatoires d'Oran reçoivent une ration quotidienne de lait condensé. Cette mesure était déjà en vigueur à Alger. Au sous-développement économique, aux conditions de vie pénibles, la déscolarisation est une autre conséquence de l'occupation française. Dans le vieil Oran, écrit le journal socialiste, quartier populeux, très pauvre où beaucoup de mamans doivent travailler au dehors pour la nicher, il est reconnu officiellement qu'on refuse la moitié des élèves, faute de place. À Sidi Bel Abbès, les enfants courent les rues faute de classe, rapporte le militant socialiste Dji Taleb. En outre, en 1935, le bureau de bienfaisance de la ville supprime les quelques fournitures scolaires dispensées aux Algériens. Dans le groupe algérien, les filles sont 6 fois moins nombreuses que les garçons, eux-mêmes scolarisés dans la proportion de 1 sur 10. Les maternelles du département sont fréquentées par 1795 enfants de toutes origines. Au 1er octobre 1936, Oran enregistre un déficit de 1360 Européens et de 8000 Algériens en âge scolaire. Pour l'ensemble de l'Algérie, le 12e des 930 000 Algériens va à l'école en 1937, soit 80 000 enfants. À Nemours-Razaouet, les aconniers prennent prétexte de l'absence de certificat de scolarité pour éliminer les enfants des dockers du bénéfice des allocations familiales. Les employeurs persistent dans leur refus en dépit des lettres de protestation et des pétitions. En janvier 1937, l'œuvre des pupilles de l'école laïque distribue, à Benissaf, vêtements et chaussures à 250 enfants. La déscolarisation régresse peu les années suivantes. Oran crée une dizaine de classes mais pas de nouveaux établissements. Chez les Algériens, la déscolarisation, le chômage et la misère sont la règle et favorisent le travail des enfants, bien avant les années 1930. Chez les Européens,
Le travail des enfants de moins de 16 ans se généralise avec la crise économique et la rareté de l'emploi. Heurtée, la secrétaire adjointe de la Fédération SFIO d'Orange-Anne Coulon, à la fin de l'été 1936, dénonce, dans une lettre, à l'adresse de Suzanne Lacorre, ministre de l'Enfance, le sort des petits travailleurs. Dans beaucoup de foyers où sévit le chômage, ce sont les femmes et aussi les enfants qui essaient de gagner la pitance de la maisonnée. Les petites mains maigres sollicitent l'aumône, et de minuscules prolétaires s'affairent à des besognes payées quelques sous. Ces pauvres gosses trouvent plus facilement des employeurs que leurs pères, car on les paie moins. Le socialiste Sadoun dénonce le sort des fillettes algériennes recrutées par les fabriques de tapis. Il écrit, dès l'âge le plus tendre, elles connaissaient avec la hantise du gagne-pain, les harassantes et longues journées de travail, l'atmosphère malsaine des locaux sans hygiène, les ordres sévères, les punitions injustes. Elles s'usaient les yeux, elles s'étiolaient à enrichir un patronat cupide que la vogue des tapis tlemcéniens rendait de plus en plus riche et de plus en plus inhumain. En 1938, une circulaire du gouverneur général interdit le travail des mineurs âgés de moins de 13 ans. Sadoun approuve. Et, en définitive, n'est-ce pas la plus raisonnable façon de résorber le chômage des artisans que de renvoyer les fillettes à l'école, ou tout simplement à leur jeu, au soleil? Les mineurs sont également victimes du contexte politique local. À Oran, un matin de mai 1936, à 11 heures, un enfant, d'origine gitane, vêtu d'une chemisette de couleur rouge et chassé de la soupe populaire du quartier de Saint-Antoine. En effet, ce jeune garçon est identifié comme sympathisant communiste, en raison de la couleur rouge de la chemisette. À l'instar des adultes, cette institution s'adresse séparément aux deux communautés. L'élément féminin atteint près de 40% dans le groupe des mineurs. À compter de 1934, le nombre des démunis s'accélère. En 1935, 1936 et 1937, les mineurs européens sont plus nombreux que les enfants algériens. Sur la totalité des Algériens aidés, 28% sont des mineurs. Le nombre de secourus des deux sexes est comparable. En hiver 1939, les salaires, les allocations familiales ainsi que les indemnités n'ont pas été revalorisés depuis mai 1937, alors que l'inflation est de près de 35%, soutient la CGT. Les conséquences sont visibles dans tous les centres urbains. La municipalité d'Aflou recrute, durant l'hiver de 1938-1939, en priorité les chômeurs redevables d'impôts que l'on déduit de leur salaire. En 1939, les choses demeurent en l'état. La question des taudis, des logements insalubres, des épidémies possibles ne trouble pas la quiétude de notre sereine administration. Écrit le semeur. En 1939, il prévient, la guerre a entraîné une hausse du prix de la vie inquiétante pour les petites bourses. À Tiaret, on distribue du sucre aux nécessiteux. Pour l'année 1940, 2 subventions préfectorales sont affectées aux Oranais algériens nécessiteux. Dans les campagnes, les Algériens reçoivent des secours en céréales sous forme de grains ou de semoules. Le Front populaire officialise cette pratique sous la pression de Monet, ministre de l'Agriculture. En 1939, l'assistance sous forme de blé est supprimée bien que la récolte soit jugée satisfaisante. Le 10 octobre, l'intendant militaire informe le préfet à propos des capacités départementales à couvrir les besoins. Ceux-ci sont évalués à 800 000 quintaux de farine par an, soit 1 million de quintaux de blé. Les 13 moulins du département produisent plus de 12 000 quintaux par jour, moins du 5e de la production suffirait. Ainsi la période de l'occupation française a affamé, clochardisé les Algériens, les a plongés dans l'ignorance et arrêté tout développement de la société algérienne, une chape de plomb qui l'a maintenue dans le 19e siècle jusqu'à 1962. Merci et à bientôt.